Que s'est-il passé cet été? Oh, plein de choses, et à la fois pas grand-chose. À part les gens à vacher au travail en croyant que c'est la canicule alors qu'il ne fait que 22 degrés. Beaucoup de palabres ont couvert les crimes. Avec ces trois seuls articles qui sont en tête d'affiche aujourd'hui, on peut dessiner sereinement un panorama de la situation actuelle. Mais d'abord, on va quand même commencer par faire un petit tour d'horizon des gros dossiers qui sont repérés par le nombre d'articles qu'on peut voir. Un grand jour à la Maison Blanche. Trump accueille Zelensky et ses partenaires européens. Ça va être le gros du sujet. C'est notamment le moment où on a vu les plus belles photos de classe de l'année, notamment celle-ci qui a marqué l'histoire, où tous les présidents européens sont au bureau du proviseur qui est là pour les gronder. C'est vraiment l'image la plus phénoménale de ce qu'on peut correctement appeler une vassalisation, c'est-à-dire qu'ils sont tous soumis aux États-Unis. Mais c'est aussi un petit peu un effet de l'ego disproportionné de Trump. Eux qui, en bon élève, prolongent la guerre en Ukraine, qui est décidée et commencée par les États-Unis, se voient publiquement maltraités. Alors que, et on le verra plus tard, Poutine s'en sort brillamment vainqueur. En particulier, il se sort vainqueur de ce qui s'est passé en Alaska. Mais ça, on va y revenir. Les autres grands titres sont été évidemment la décision finale d'Israël pour la conquête et l'occupation de Gaza, c'est-à-dire pour l'annexion complète. Décision finale, ça rime avec solution finale. Et c'est pas un hasard, c'est une résurgence. On a aussi entre parenthèses le Venezuela qui commence à subir des menaces de guerre. 5 journalistes assassinés dans une double attaque contre l'hôpital Nasser qui a donné lieu à beaucoup d'articles et qui suivait juste une semaine avant une attaque de 4 journalistes. Les journalistes sont donc spécifiquement ciblés dans la guerre, ce qui est étonnant parce que, entre parenthèses, Israël détient tous les médias, tous les gouvernements, même le cinéma, la culture. On n'a rien le droit de dire, de faire ou même de manifester contre Israël. Dans le monde entier. Non pas qu'il soit en haut de l'échelle, mais ça permet justement de rétablir la situation où on voit que Israël est en réalité une succursale du libéralisme, un État colonial. On a une affaire de livraison de pétrole russe à la Russie suspendue. Après, le plus important à savoir, c'est une attaque ukrainienne contre un oléoduc qui a été réparé et qui a été reattaqué ensuite. Comme quoi, ils veulent vraiment pas que le pétrole passe par là. Juste après l'Alaska, on a vu un article qui disait « Le compte à rebours est lancé contre lui, là ». L'autre sujet phare, c'est l'ONU déclare l'état de famine et, bon, entre parenthèses, Israël dément, mais ça, il ne faut pas les écouter. Coalition des volontaires, ça c'est un terme qu'on a retrouvé fréquemment, en fait. Quand on l'a cherché dans le passé, on a vu qu'il a toujours existé et qu'on ne l'avait jamais vu. Donc on en a fait un tag, qui signifie en gros que les Européens continuent la guerre contre l'Ukraine, même si le proviseur n'est plus tout à fait d'accord officiellement. Pour dire, ceux qui sont avec moi, avancez d'un pas. Je sais que je ne peux pas vous le demander, mais vous devez être volontaire pour cette mission suicide. C'est comme ça qu'on fait dans les films. Et donc le sommet d'Anchorage, évidemment, ça va être le centre de nos sujets d'études. Oh, on a aussi des choses au Liban, où le Hezbollah est seul contre tous, dans un gouvernement qui n'est même pas un gouvernement, qui leur demande de rendre les armes au nom d'Israël. On a aussi le sabotage des gazoducs Nord Stream qui commence à être résolu, même si ça fait longtemps qu'on connaît bien la vérité, puisque des articles très puissants ont été publiés à cet effet, notamment par des analystes de renommée internationale et historique. Mais les Russes, ils aiment bien prendre le temps pour résoudre les énigmes. Mais c'est intéressant quand même de faire le parallèle entre le Nord Stream, qui est résolu, où on sait que c'est l'Ukraine, et d'autre part, l'attaque contre l'oléoduc. Les choses vont toujours par deux, et ça va être un peu notre thème du jour. Trump menace l'Inde de tarifs douaniers plus lourds que ceux qu'il avait prévus pour tous les autres pays des BRICS, parce qu'évidemment c'est ça la menace, dans le but de les dissuader d'acheter du pétrole russe, ce qui, entre parenthèses, est congruent avec l'attaque de l'oléoduc. Le Hamas a reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu et cette fois-ci ils ont tout accepté, même ce qui est inacceptable. Et en réponse, on leur a dit « tant pis, on continue à attaquer quand même ». On découvre aussi que Kiev mène des opérations subversives en Afrique, notamment grâce à une livraison d'armes providentiellement données, octroyées gratuitement, dont ils font de grands bénéfices. Et ça, on savait dès le départ que ces armes allaient se retrouver là-bas. Elles ne sont pas du tout employées sur le front, évidemment, parce que c'est mort d'avance. Là, on retrouve d'anciens articles qui datent un peu, mais qui sont toujours d'actualité. C'est-à-dire comment ils ont construit un piège à rats pour amener tous les Palestiniens à un seul endroit afin de créer un camp de concentration
en détruisant tous les moyens de subsistance et en empêchant toutes les aides de toutes parts. Il faut dire qu'ils ont tué les cheptels, ils ont éradiqué les cultures, ils ont arraché les arbres, les oliviers, parfois millénaires, mais ça n'a pas l'air de les toucher beaucoup, ni plus les écologistes d'ailleurs. Ils ont contaminé les sols, ils ont contaminé l'eau, et ils ont tendu le fromage pour faire venir les rats à un seul endroit. Si vous me passez l'expression, du piège à rats. Et le reste, c'est encore plein de petites choses. Mais on va revenir sur l'essentiel. Il y a quand même quelque chose qui se dégage de toute cette activité. En particulier, on a bien vu que Trump était totalement pour l'activité d'Israël. On a vu que les États-Unis étaient totalement responsables de la guerre en Ukraine. Qu'il y a énormément d'activités autour du marché du pétrole et du gaz. Et que les dirigeants européens, d'un seul bloc, dilapident toutes les ressources à leur disposition pour fournir des armes, prolonger la guerre, en particulier sur les champs de bataille liés aux ressources énergétiques. Alors que vient faire cet article de Bruna Frascola, qui est une très très noble autrice et très prolifique, sur la réforme universitaire exportée par les États-Unis. Or, ici, elle explique simplement que, je cite, « Le nivellement par le bas des universités dans tout l'Occident découle probablement d'un modèle de gestion états-unien de 2002 qui dévalue à la fois le professeur et la production de connaissances. » Dans cet article, en gros, elle met l'accent sur le wokisme et la discrimination positive qui est opérée en fonction de ce que les gens sont et non en fonction de ce qu'ils font ou de ce qu'ils savent. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien, mais hormis rabaisser volontairement le niveau intellectuel dans toute l'Europe, il y a la question en filigrane de l'esclavage mental et d'être soumis à une autorité incompétente, qui elle seule est autorisée à détenir le savoir. Et ce n'est pas anodin de savoir ça pour avoir une vue globale. En particulier, les professeurs titulaires passent plus de temps à répondre aux exigences hiérarchiques et à adapter leurs pratiques aux nouvelles normes de programme et aux attentes en matière de prestations. Les étudiants de master n'osaient rien dire en dehors de l'idéologie en vigueur, craignant de ne jamais réussir les examens du service public. Tout lien avec ce que subissent les dirigeants européens n'est que pure coïncidence. Le truc phénoménal qui s'est passé durant l'été est le sommet d'Anchorage. Et si on suit le cheminement, on est quand même très étonné que ça ait été un événement. Du moins une surprise, du moins un spectacle, un show pour le public. Et tout à la fois, une conjonction de circonstances qui a agi comme une vague scélérate. Au départ, on a Trump qui dit « Vous avez 10 ou 12 jours pour régler les problèmes en Ukraine ». C'est lui qui a commencé la guerre, mais il se distancie de ceux qui l'ont commencé avant lui, alors qu'ils représentent le même pays et qu'ils ont toujours les mêmes intérêts. Un peu comme aime le faire la Grande-Bretagne d'ailleurs avec les Gaza, en se disant scandalisés, alors que c'est eux qui financent tout. Et donc on peut lire déjà une très grande hypocrisie, surtout en disant « Vous avez une semaine pour régler le conflit, sinon je me fâche ». C'était véritablement un ultimatum, ce à quoi, en particulier Medvedev a répondu par des sarcasmes, suite à quoi Trump a envoyé Witkoff rendre visite à Poutine, où notamment Poutine a pu lui expliquer en détail ce que tout le monde sait déjà, et même préalablement dans une précédente réunion. Poutine l'avait déjà réexpliqué en détail à Trump, qui découvrait l'affaire à peine, des choses que nous savons depuis le début, qui ont été dites dès le premier discours de février 2022 au moment du lancement de l'opération militaire spéciale, qui n'est pas une guerre, parce que si c'était une guerre, ils auraient vraiment des moyens puissants pour la faire, qui visait à pérenniser les garanties qui ont été faites par George Walker Bush Senior à l'adresse de Gorbatchev de ne pas s'approcher des frontières et de garantir la sécurité mutuelle. Et ceci était dans le cadre du traité de désarmement nucléaire dans les années 90 au début, qui mettait fin à une longue guerre froide et où enfin on allait pouvoir commencer à respirer un peu. Et c'est ce même traité sur les missiles à moyenne et longue portée qui a été abrogé par ce même Trump lors de son premier mandat. Et en définitive, et en bref, ce que Poutine a dû expliquer à Witkoff, qui lui aussi débarquait de nulle part, c'est que les causes profondes de la situation actuelle sont toujours les mêmes, et que rien ne changera tant qu'on n'attaquera pas les causes profondes, à savoir ce qu'on appelle l'architecture de sécurité, c'est-à-dire le fait que mutuellement, chacun s'engage à ne pas brimer l'autre. C'est pourtant ce que le pion Zelensky s'est acharné à faire en attaquant les populations russophones, qui du coup
ont décidé par elles-mêmes lors d'un référendum de se rattacher à la Russie, ce que la Russie a accepté, créant ainsi une nouvelle réalité de terrain. Et jusqu'ici, la Russie ne fait que se défendre contre des attaques terroristes interminables et sans cesse renouvelées, financées et armées par l'Europe et les États-Unis, qui eux s'occupent surtout de la surveillance et la stratégie. Et ça c'est très bien documenté, car sans eux, les Ukrainiens ne pourraient rien faire. Donc à ce moment-là, au moment de l'ultimatum, tout le monde rigole. Et il n'y a pas de quoi en faire un plat. Pareil quand Steve Witkoff va au Kremlin, il n'y a rien à dire d'autre que ce qu'on sait déjà. Et là-dessus, les choses s'emballent. 75 articles sur le sujet. Il y a énormément de choses à dire. Au départ, la rencontre devait se faire en Arabie Saoudite et finalement, elle a été placée en Alaska. Et il y a eu tout un suspense qui a été fabriqué. Et là, ce qui s'est passé, évidemment, reste secret. On n'en saura jamais rien. Les discussions sont privées. À part que ça a encore engendré plus de 50 articles. C'est-à-dire toutes les analyses possibles et faisables sur la situation, est-ce qu'ils ont pu se dire de quoi ça parle, où nous en sommes, etc., etc. Et il nous reste à nous mettre sous la dent que les apparences et les analyses qui peuvent être faites. Et c'est là que intervient. Alors, si vous voulez tout savoir sur tout et économiser 6 mois de palabres inutiles, vous pouvez toujours lire un de ces deux auteurs au hasard, Alastair Crooke et Pepe Escobar. Ça suffit à englober toute l'histoire. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. Déjà, premièrement, l'analyse d'Alastair Crooke. Elle n'a l'air de rien comme ça. Au départ, elle n'était même pas censée être en tête d'affiche. Trump, en tant que mythe, est compris à Moscou. Ils rendent l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez confus et obscur comme titre. Mais comme c'est Alastair Crooke, on va lire. Là, on voit la photo de famille au moment de la réunion, où il y a les deux poules qui sont face à face. Et mine de rien, les deux présidents les plus haut placés sur la planète Terre. Sans compter Xi Jinping, évidemment. Et là, l'analyse d'Alastair Crooke commence à rentrer dans des détails extrêmement puissants. Il semble que Poutine ait effectivement réussi à trouver une issue au cordon sanitaire imposé par l'Occident. Cette histoire de cordon sanitaire, on va la décrire en détail. L'ascension de Trump a une part de mythique. Il devient difficile, même pour les rationalistes les plus invétérés, de continuer à croire que la carrière politique de Trump peut être comprise en termes prosaïques de politique habituelle. Évidemment, il n'a rien de mythique, c'est un oligarque immobilier, âgé, légèrement infirme, avec des goûts vulgaires et un ego disproportionné. Alastair Crooke nous précise que le mot grec ancien de mythos signifie à l'origine histoire. Comme l'écrivait le philosophe Salluste, les mythes sont des choses qui ne se produisent jamais, mais qui sont toujours présentes. Et là, le mythe a pris le sens d'histoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faits réels, mais d'emprise sur l'imaginaire collectif de l'époque. C'est ce qui se passait à l'époque d'Hitler. Donc Carl Jung a dit qu'une grande partie du pouvoir d'Hitler sur l'esprit collectif de l'Europe provenait du domaine des mythes et des archétypes. Alors, quel est le rapport avec le sommet en Alaska? Demande-t-il. Eh bien, Poutine a apparemment prêté attention à la psychologie qui sous-tendait la demande soudaine de Trump de le rencontrer. Et là, les Russes ont traité Trump avec beaucoup de respect, de courtoisie et d'amitié. Ce faisant, ils ont implicitement reconnu le sens mythique intérieur de Trump, que d'ailleurs l'autre, Steve Witkoff, décrit comme une conviction profonde, que, je cite, « sa présence imposante, seule, peut plier les gens à sa volonté. » Et là, si vous ne voyez pas le schéma du pervers narcissique, on ne peut rien pour vous. Présence imposante pour imposer sa volonté, il n'y a pas de quoi être fier. À titre d'exemple, la rencontre à la Maison-Blanche entre Zelensky et ses admirateurs européens a donné lieu à une des mises en scène politiques les plus remarquables de l'histoire. Comme le note Simplicius, qui est un extrêmement grand analyste. A-t-on déjà vu une telle chose? L'ensemble du panthéon de la classe dirigeante européenne réduite à l'état d'enfant pleurnichard dans le bureau du directeur de l'école. Personne ne peut nier que Trump a réussi véritablement à briser l'Europe sur ses genoux. Après ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est l'image de l'Europe qui est irrémédiablement atteinte. Et la prétention de l'Europe à être une puissance géopolitique s'est révélée comme une imposture.
C'est-à-dire que ce ne sont que des larbins, des vassaux. Et là, on va plonger encore d'un cran dans la folie. Ce qui est peut-être moins remarqué, mais psychologiquement crucial, c'est que Trump semble reconnaître en Poutine un père mythique. Bien que les deux hommes aient des caractères diamétralement opposés, Trump semble néanmoins reconnaître en lui un compagnon issu du panthéon des êtres mythiques présumés. Et là, Trump traite Poutine avec une grande déférence et un grand respect. Quelle différence avec le traitement méprisant que Trump réserve aux Européens. Et pourtant, à encourage, c'est Poutine qui fait preuve d'un grand calme, d'un sang-froid et d'une présence dominatrice. Parce qu'il n'a rien à craindre, et il sait qu'il a raison. Mais entre parenthèses, le comportement respectueux de Trump envers Poutine a fait voler en éclats toute la diabolisation radicale de la Russie menée par l'Occident, et ce qu'il appelle le cordon sanitaire érigé contre tout ce qui est russe. Et ça, c'est une question sur laquelle on va revenir chez Pepe Escobar. La Russie a été traitée comme une puissance mondiale à part entière. Et surtout, entre parenthèses, ça c'est un commentaire personnel. Nous, ce qu'on se demande depuis le début, c'est s'ils ne sont pas parfaitement d'accord, depuis le début surtout, et qu'ils n'ont pas fait que de simuler leur animosité. Bien qu'il n'y en ait jamais eu de la part de la Russie, toutes les sanctions qui ont été menées ont été faites par les Américains et ensuite par les Européens. Ce qu'explique ensuite Alistair Crooke, c'est que le principal problème pour les États-Unis actuellement n'est pas vraiment l'Ukraine, mais l'impossibilité de renoncer à la quête de l'hégémonie du dollar au moment où il est en perte de vitesse. D'autant qu'il cherche toujours, en tout cas, ce qui est intéressant chez Alistair Crooke, c'est qu'il relate ce que pensent les gens indépendamment de ce que lui-même pense. Il cherche toujours à empêcher la croissance exponentielle de la Chine, alors pourtant que clairement il est déjà trop tard pour l'empêcher. Dans le même temps, l'Europe croit que la main tendue de Trump à Poutine échouera. Ils croient surtout que c'était une main tendue. C'est pour ça que ça échouera. Et ils veilleront spécifiquement à ce qu'aucun accord de ce type se concrétise. Mais là, on va revenir sur le deuxième volet de l'histoire, le moment où Pepe Escobar donne son avis. Parce que lui aussi, il parle de Trump mythique, le narcisse incendiaire. Et ce qui est génial, c'est que aussi bien on a Trump et Poutine qui sont comme des mythes, que nous, de notre côté, nous avons Alistair Crooke et Pepe Escobar qui sont eux les deux plus grands analystes du monde et qui en viennent aux mêmes conclusions. Le deuxième ayant répondu au premier, évidemment. Pour Pepe Escobar, le mythe Narcisse, selon son humeur, lorsqu'il contemple son reflet dans l'étang, pourrait à tout moment autoriser Kiev à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg avec des missiles à longue portée. Parce que c'est ça le fond du sujet. La remarquable analyse d'Alistair Crooke sur Trump dans le contexte du mythe comme géopolitique nous laisse beaucoup à réfléchir, et nous aussi. Il n'y a pas d'échappatoire à l'extraordinaire capacité de Trump à dominer le discours à l'échelle mondiale, ni à sa capacité à plier les gens à sa volonté, et ainsi semer le chaos sur l'échiquier géopolitique. Et comme on l'a vu nous-mêmes, avec cette farce ridicule de l'ultimatum, ça a engendré des centaines d'articles sur le sujet, alors qu'il n'y avait rien à dire. Et même le sommet d'Anchorage, sur lequel on n'a eu aucune information, a encore engendré des centaines de commentaires. Il y a une véritable excitation politique et publique autour de pas grand-chose en fait. En tout cas, si on a une connaissance et une compréhension réelle des événements, on voit que ça n'a aucun intérêt et que ça ne change rien. Pourtant, ça donne beaucoup à mouliner aux commentateurs de toutes les obédiences possibles et imaginables. Ceux qui croient que c'est de la faute de l'Ukraine, ceux qui croient que c'est de la faute de la Russie, ceux qui croient que c'est de la faute des États-Unis, ceux qui croient que c'est de la faute de la structure générale, ceux qui croient que c'est de la faute du dollar qui s'écroule, ceux qui croient que c'est de la faute des BRICS. Tout le monde trouve quelque chose à dire par effet Barnum à partir d'un événement dont nous n'avons pas beaucoup d'informations, hormis la tête que font les gens sur les photos. C'est quand même extraordinaire. Alistair souligne la façon dont Trump utilise habilement l'imagerie mythique, en réalité des archétypes grossiers, pour toujours imposer selon ses italiques, son récit, le seul récit qui vaille.
Le récit selon lequel Trump n'a rien à voir dans l'histoire et c'est un grand pacificateur. Pourtant, Trump n'est peut-être pas aussi dionysiaque comparé à Poutine qui est apollinien. Alors là, Dionysos, c'est le dieu de la fiesta, il est tout le temps bourré. Et Apollon, c'est le dieu du beau gosse qui réussit tout, très propre sur lui, qui fait de la poésie, qui fait de la médecine, avec un calme impérial, etc. Plutôt qu'un Dionysos, Trump ressemble davantage à un Narcisse noyé dans une piscine qu'il a lui-même créée. En matière d'iconographie pop, il n'est certainement pas le parrain de la soul de James Brown, mais plutôt le Village People, qui étaient eux-mêmes une parodie. L'aspect le plus troublant de Trump, le mythe qui s'est construit tout seul, et l'emprise que le culte de la mort au Moyen-Orient exerce sur son imagination. La normalisation absolue du génocide par Trump a rendu toute la civilisation occidentale sauvage, complice, et ça c'est extrêmement important de le voir. Parce qu'il a rendu visible ce qu'on n'osait même pas dire, c'est le fait que c'est à la base l'Europe qui est responsable de ce qui se passe là-bas. Alastair nous rappelle une fois de plus, dans la partie que nous n'avons pas auscultée de l'article, que la soif de sang à Gaza, réveillée par la Torah, conduit le sionisme messianique et extrême jusqu'à la barbarie. Et cela nous en sommes aujourd'hui avec un permis de tuer délivré par un Dieu vicieux et intolérant, Yahvé. Et ça c'est très intéressant de le préciser parce que cette fausse Bible qui précède l'arrivée de Jésus était l'émanation de quelqu'un dont on peut voir clairement, à travers ce qu'il dit, à quel point c'est un pervers narcissique de premier ordre, vicieux et intolérant. Et c'est là-dessus, sur ce mythe, que se base le génocide en cours. Et plusieurs rangs hiérarchiques en dessous de Trump, pour ceux qui se font passer par une élite politique européenne, ont créé un autre mythe, celui de Poutine en tant qu'ogre ayant besoin de manger. C'est la justification de ses attaques. À chaque fois qu'il parle de lui, c'est qu'il s'étonne du fait que la Russie se soit violemment prise à l'Ukraine alors qu'elle n'avait rien fait. Ça, pour être complètement à côté de la plaque, c'est au-delà de ce qui est compréhensible. On se pose vraiment la question de savoir s'ils y croient vraiment, ou s'ils jouent la comédie jusqu'à un tel niveau de perfection. C'est un énorme mystère. Eh bien, ces nains intellectuels ignorent manifestement que c'est l'Empire byzantin. Alors ça, c'est cool avec Pepe Escobar parce qu'à chaque fois, il recadre le sujet dans l'histoire. Et ça permet d'avoir un recul extraordinaire sur la situation actuelle. Donc ces nains intellectuels ignorent manifestement que c'est l'Empire byzantin qui a survécu à l'Empire romain d'Occident pendant pas moins de 1000 ans. Byzance a résisté à tout, Goth, Avar, etc., etc. jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister aux Ottomans. Elle a néanmoins réussi à évangéliser les Bulgares et la Russie, qui est Vienne, et a même fourni un modèle d'État aux Ottomans. Si on trace une ligne entre Danzig et Trieste, en passant par Vienne, on constate que l'Europe occidentale médiévale était en fait protégée des invasions nomades périodiques, à l'exception des plaines hongroises, dernières étapes des vagues nomades venues d'Asie. C'est important de préciser ça parce que ceci explique pourquoi l'Europe ne sait pratiquement rien de la Russie, de l'Asie centrale, de l'Eurasie et même du Heartland, encore un mot que nous avons découvert grâce à Pepe Escobar, qui d'ailleurs est devenu un tag, on pourra le chercher après. L'Europe n'a jamais eu affaire à la domination mongole ou ottomane. Elle aurait pu apprendre une chose ou deux de la Pax Mongolica et de l'ouverture ottomane. Cela aurait peut-être tempéré son complexe de supériorité civilisationnelle, né d'un splendide isolement. Et là, c'est une analyse psychopathologique que nous avons ici. J'aime les hommes en uniforme. Là, évidemment, c'est toujours très drôle avec Pepe Escobar. On nous fait une liste des personnages de l'histoire. Un fil d'Ariane relie les élites politiques européennes actuelles d'une médiocrité effroyable, aspirant à être des mini-minotaures perdus dans leur propre labyrinthe. On a le chancelier BlackRock, ça c'est encore de l'humour Escobar, en Allemagne, vient de la zone d'occupation britannique en Allemagne, petit-fils d'un nazi, nazis qui ont été mis en place avec succès par la Grande-Bretagne pour positionner l'Allemagne comme son mandataire dans une guerre perpétuelle contre la Russie,
Donc on ne s'étonne de rien de ce qui se passe actuellement. L'effroyable méduse toxique de Bruxelles vient également de la zone d'occupation britannique en Allemagne. Une famille noble ayant des antécédents nazis. Son noble mari est encore pire, descendant des criminels de guerre. On a le petit roi de France, universellement méprisé, qui est un humble messager de la banque Rothschild, financier des 3 reines britanniques depuis le XVIIIe siècle. On a l'intermarium, encore un terme que nous avons appris grâce à Pepe Escobar et qui est devenu un tag sur lequel on peut suivre des articles pour comprendre ce que ça veut dire. L'intermarium, la Pologne, les nains baltes, l'Ukraine a toujours eu des gouvernements composés et contrôlés par la Grande-Bretagne. Quant à l'opposition à la guerre contre la Russie, en Roumanie, elle a été renversée par un coup d'État. En fin de compte, les Britanniques sont engagés dans une guerre totale contre la Russie afin de pouvoir s'emparer sans encombre du gros lot, le contrôle total de l'Europe ou, de manière dédaigneuse, des continentaux. Leurs planificateurs impériaux féodaux, avec leur mentalité du XVIIIe siècle, voient bien au-delà de l'Ukraine vers une guerre éternelle visant à affaiblir et renforcer leur contrôle total sur une Europe désorganisée. Et là, on peut se rappeler l'article sur les universités où il s'est agi de faire baisser le niveau intellectuel, donc de désorganiser la connaissance. La stratégie est très profonde et elle est de longue date. La seule contre-puissance vient des anciens États de l'Empire austro-hongrois, plus la Serbie. Ils refusent cette guerre éternelle qui détruira inévitablement l'Europe pour la 3e fois en presque 100 ans. Leur besoin urgent est de se ressaisir et de former une coalition contre une nouvelle guerre des Balkans. Encore d'autres choses intéressantes à lire, on vous le laisse. Mais surtout, Alastair soutient que Poutine, lors du sommet d'Anchorage, a compris la psychologie de Trump. Et Trump semble reconnaître Poutine comme un compagnon dans le panthéon des leaders mythiques présumés. Une fois de plus, la distance entre Poutine, apollinien, et Trump, pas vraiment dionysiaque, devrait être équivalente à celle entre Tamerlan et un combattant du MMA quelconque. Et pour bien faire, pour bien visualiser la chose, le MMA, c'est ça. Ou d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a 2 mythes incroyables, genre Mr. T et Hulk Hogan, qui font semblant de se battre sur une scène pour amuser les enfants, qui se disent « Oh là là, ils sont musclés ! Oh là là, ils donnent de ces coups incroyables, il faut être fou pour faire ça !» Et tout le monde joue le jeu comme si c'était vrai, alors que c'est que de la putain de comédie. Mais surtout, on a fabriqué un mythe. Et aux États-Unis, c'est un énorme mythe, qui est quasiment fondateur de toute une psychologie, qui est vraiment étrange au niveau anthropologique, de fonder un mythe sur quelque chose de totalement factice. Mais enfin, on a bien ici Trump et Poutine face à face, ou Pepe Escobar et Alastair Crooke face à face. Sauf que nous, nos analystes ne sont pas en guerre, ils sont d'accord, on est dans le monde de la raison. Et là, il y a une note intéressante que Pepe Escobar a fait remarquer que nous ne savions pas. On peut spéculer à loisir sur la possibilité que Trump, en Alaska, ait convenu avec Poutine d'inverser le vol prévu des actifs étrangers russes par l'Union européenne et de forcer à la place les fonds à être investis aux États-Unis. Ce serait là une offre qu'on ne peut pas refuser. Parce que sinon leur argent qui a été confisqué par les Européens, ils ne le reverront jamais. Donc Trump peut se dire « Oh, on va l'investir chez nous ». Et là c'est pareil, ils ne le reverront jamais. Parce que l'affaire des actifs russes volés, c'est quand même phénoménal. Parce que les Européens se servent de cet argent pour acheter des armes pour attaquer la Russie. C'est-à-dire que c'est extrêmement vicieux. Ils utilisent leur propre argent contre eux. Et en réalité, il y a énormément de cet argent qui a disparu. Une autre grande quantité de cet argent qui a été investi pour le faire se multiplier. Beaucoup de monde s'est mis beaucoup d'argent dans la poche grâce à ça. Et Trump, il va peut-être vouloir sa part, d'une façon officielle. En tout cas, jusqu'à présent, ce que nous savons avec certitude, c'est que Steve Witkoff, ce Bismarck de l'immobilier, n'a rien compris à ce qu'il a entendu directement de Poutine lorsqu'il préparait le terrain pour l'Alaska. Witkoff a fait le tour des chaînes américaines racontant que Poutine avait, le 15 août, renversé sa ligne de conduite, selon laquelle pas d'OTAN en Ukraine. Il semble que Trump ait suivi les fausses nouvelles massives du Bismarck de l'immobilier, car Witkoff lui-même a fait croire que les Russes
avait fait des concessions presque immédiatement en Alaska. C'est-à-dire qu'on a du flagrant mensonge pour épater le public, comme dans du catch. Witkoff devait avoir fumé quelque chose, ou pas. Son stratagème, perdu dans la traduction, a en fait conditionné tout le spectacle de mauvais goût qui a suivi sur Les Gardiens de la Paix, encore un autre truc mythique du cinéma américain. Alors maintenant, le mythique Narcisse dit que l'Empire du Chaos n'enverra pas de troupes en Ukraine, mais soutiendra une garantie de sécurité prétendument avec des avions espions, comme d'habitude. Ils le font déjà de toute façon. Un soutien en matière de renseignement, comme d'habitude. Surveillance, reconnaissance, défense aérienne, couverture aérienne. Donc en pratique, rien de changé, aucune garantie de sécurité. Et il reste toujours la menace de l'entrée de milliers de soldats de l'Union européenne et de l'OTAN. En réalité, ce qui nous intéresse ici, c'est que Pepe Escobar nous donne des informations très pertinentes sur des faits réels au niveau de l'argent et du business. La semaine prochaine, le Forum économique oriental de Vladivostok offre la possibilité séduisante de discuter d'accords entre les États-Unis et la Russie, dont on sait déjà, nous personnellement, que les États-Unis achètent du gaz russe pour en faire du gaz liquéfié qu'ils renvoient en Europe pour le vendre plus cher qu'ils ne l'ont acheté évidemment, alors que l'Europe aurait pu l'avoir tout de suite beaucoup moins cher juste à côté. Et là on parle du retour de ExxonMobil en Russie, de la vente d'équipements américains pour le GNL à la Russie directement, et de l'achat par les États-Unis d'un brise-glace nucléaire russe qui sont extraordinaires. D'autant qu'ils ont des mini-moteurs nucléaires. En tout cas, pendant ce temps, Moscou ne se fait aucune illusion. Et d'ailleurs, avant, pendant et après, la guerre a continué bon train, tranquillement. Il n'y a eu aucun changement sur le terrain. Il y a même eu un peu plus d'attaques pendant la réunion. C'est pas avec ça, en tout cas, que la Russie va se dire « nous allons calmer le jeu », ou encore moins l'Ukraine se dire la même chose. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que rien n'a changé. Le mythique Narcisse, selon son humeur lorsqu'il contemple son reflet dans l'étang, pourrait à tout moment autoriser Kiev à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg avec des missiles à longue portée. Pourquoi pas? J'ai le droit de le faire, je fais tout ce que je veux, je suis le président de l'État. Narcisse croit réellement qu'il est Thésée, tuant tous les minotaures qui se présentent à lui, mais toujours incapable de quitter le labyrinthe. Pas étonnant que Moscou doive être prête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à toutes sortes d'attaques irrationnelles. Parce que c'est dans ça que nous sommes. Et c'est dans ça que nous pataugeons. Merci. Bonsoir.